Zone paranormale est une dimension où tout peut arriver. Savez-vous que certains objets pourraient aussi être frappés de malédiction? Ces objets peuvent causer la mort, comme des bijoux, ou même du pain. Est-ce possible qu'une chose inanimée, banale, puisse causer d'aussi grands tourments? Diamants, saphirs, rubis, émeraudes ou parures plus ordinaires. Il faudrait se méfier des bijoux que l'on porte. Ils pourraient être maudits et provoquer notre mort. Un de ses enfants a été écrasé par une voiture. Donc McLean, désespéré, a sombré dans l'alcool et ensuite est devenu à moitié fou. Certaines personnes sont prêtes à croire que des objets ont le pouvoir de conjurer le mauvais sort. Leur quotidien est devenu un enfer. Enlève là, enlève. Des lieux d'apparence tranquille ou paradisiaques abriteraient les pires histoires et notre avenir y serait en danger. Les malédictions seraient impitoyables. Les pierres n'ont aucun secret pour Patrick Voileau. Depuis 30 ans, ce gémologue parcourt le monde à la découverte des plus beaux spécimens. Et les histoires étranges de bijoux porte-malheur ne le surprennent plus. Je suis toujours très sceptique sur le fait de porter des bijoux dont on ne sait pas d'où ils viennent. Parce qu'ils ont forcément vécu des choses, ils ont été offerts pour certaines raisons, ils ont côtoyé la vie d'une personne pendant des années, et des choses bien, des choses mal. Bon, est-ce qu'ils sont capables d'emmagasiner ces choses bien et ces choses mal ? Il m'est impossible de le dire, mais il y a une chose certaine, c'est que certains bijoux peuvent être très négatifs sur certaines personnes. Et l'histoire est jalonnée de ces merveilles maléfiques. Étrangement, ce sont souvent les pièces les plus belles et les plus rares qui seraient à l'origine des pires tragédies. À l'image du Koh-i-Noor, trésor de la monarchie anglaise. Même la reine Victoria a fait marquer dans son testament qu'il est interdit aux hommes de le porter, parce que tous les hommes qui l'ont eu sont morts de mort violente, et qu'il devra rester dans le trésor royal et qu'il devra être porté par les femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il est sur la couronne de la reine-mère. Pourtant, les malédictions ne frapperaient pas que les joyaux de la couronne. Noël en aurait fait l'amère expérience. Il y a 20 ans, lorsque son mari lui offre ses colliers, elle ignore que sa vie va peu à peu virer au cauchemar. Ça commence à chauffer. Je me sens mal là. Déjà là, quand je les tiens dans les mains, c'est... je vais les reposer. Vous vous sentez mal? Oui, je me sens mal. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me picote. Rien qu'à les toucher? Oui. Je me sentais très mal. Des nausées, des vertiges, et puis cet effet de chaleur qui augmentait sur la journée. Outre les brûlures, les jours où elle porte ses fameux colliers, les catastrophes s'enchaînent. Accrochage en voiture, problèmes financiers, difficultés professionnelles. Le sort semble s'acharner. Les bijoux qui me porteraient malheur, c'est vrai qu'au début, c'est un peu flou. Et puis après, on se rend compte qu'il y a quand même une malédiction dessus parce qu'il y a certaines choses qui arrivent et puis certains phénomènes qui sont là. Des phénomènes étranges dont Noël ne serait pas l'unique victime. Depuis 40 ans, un diamant inestimable dort dans un musée de Washington. Cette pierre sublime aurait provoqué la mort de plusieurs de ses propriétaires. Elle aurait décimé la famille Hope, des banquiers anglais. Totalement ruinée, le dernier descendant la revend à un mania de la finance, Ned McLean, pour une bouchée de pain. Lui non plus n'échappera pas à un tragique destin. Madame McLean, elle, était contente d'avoir le diamant. Elle disait qu'il lui portait bonheur. Néanmoins, un de ses enfants, à l'âge de 8 ans, s'est enfui de la surveillance de son précepteur et il a été écrasé par une voiture. Donc McLean, désespéré, a sombré dans l'alcool et ensuite est devenu à moitié fou. Son fils plus âgé, lui-même, s'est suicidé avec des somnifères. Donc, l'ensemble de ces choses, je pense que le diamant n'aura pas porté bonheur en réalité. Dernier propriétaire en date, le célèbre joaillier Harry Winston. Pour conjurer le sort et protéger sa famille, il préfère en faire don à un célèbre musée américain. Alors on est en plein dans la superstition, c'est-à-dire que ça devient négatif, on ne parle que de mauvais œil, c'est une expression souvent consacrée, hein. Le mauvais œil, à ce moment-là,
suit l'objet dans toute sa vie et dans les personnes qui le possèdent ou le touchent. Et donc le danger est là. Un danger qui existerait également au plus près de nous, dans nos maisons. Claire en aurait fait la terrible expérience. À 2 reprises, elle a vécu des drames, 2 tragédies survenues quelques semaines après des dîners à 13. Aujourd'hui, tout est bon pour éloigner le mauvais sort. Les superstitions ont envahi sa vie et sa maison. Alors, dans ma cuisine, on va trouver les 7 épis de blé que j'ai donc cueillis juste avant les moissons. Ça devait être au mois de juillet. Les épis de blé pour ne pas manquer d'argent dans l'année et pendu au lustre, le cristal pour chasser les mauvaises ondes. Mais Claire ne protège pas que son domicile. Elle a sur elle en permanence une quinzaine d'amulettes. C'est inconcevable que je puisse partir sans les emmener. Je n'irai pas tenter le diable, non. Alors pour ne prendre aucun risque, elle porte en permanence un bouchon de champagne, 3 pièces chinoises porte-bonheur, une pierre d'ambre, sans oublier naturellement autour du cou la médaille de naissance et une coccinelle. Même si ça gênait quelqu'un, je veux dire, ça ne changerait rien au fait que je continuerais de fonctionner de la même façon. C'est moi, c'est comme ça. Alors au niveau superstition, les gens effectivement portent beaucoup d'amulettes, de talismans, ça a beaucoup de noms, hein, porte-bonheur, fétiche. Quand je regarde les statistiques, je vois que 53% des Français craignent tout ce qui est mauvais œil et donc portent des amulettes ou en tout cas essaient d'en avoir. Mais quand on regarde plus à fond dans ces statistiques, 75% sont des femmes. Nous avons demandé à Axel, le fils de Claire, de tester sa mère en la confrontant à une de ses pires superstitions. Maman, tu peux monter? Un chapeau sur un lit, signe d'un mort dans la famille. Axel a peut-être été trop loin. Enlève-la, enlève. Claire réagit vivement car son fils vient de toucher un point sensible. C'est pas possible, je peux pas, ça me stresse, parce que tant que je vais rester pendant les jours à venir avec cette angoisse de savoir à qui il va arriver malheur. Si Claire prend ses superstitions très au sérieux, c'est peut-être parce qu'à chaque fois qu'elle a tenté de les combattre, le sort semble s'être acharné sur elle. À 2 occasions, ça s'est présenté. Et à la suite de ces deux dîners où on était très à table, une des personnes est décédée dans l'année qui a suivi. Je suis intimement convaincue que si on n'avait pas été très à table, ces 2 personnes-là ne seraient pas mortes dans l'année. Une est partie subitement alors qu'il était vraiment en bonne santé et le deuxième était jeune et il s'est tué dans un accident de voiture et franchement c'était... Non, ça me paraît... C'est intimement lié. Y croire ou pas, en tout cas pour se protéger, Claire a choisi son camp. Tout le monde a une part de superstition. Malheureusement, il y a des gens pour qui la superstition l'emporte et ça gâche leur vie. Donc ça les empêche de passer sous une échelle, ça les empêche de traverser une rue s'ils voient un chat noir, ça les empêche ou ils se précipitent sur du bois pour le toucher ou porter un fer à cheval. Et il y a même des gens qui ne prennent pas l'avion parce qu'il y a des endroits où ils n'osent pas aller. Et c'est le cas d'Ibiza. Cette île espagnole qui attire chaque année des millions de visiteurs et de clubbers a plusieurs visages. Depuis des millénaires, une déesse régnerait sur cette île. La déesse Tanit. À votre arrivée, elle pourrait décider de briser votre couple. Folklore ou réalité? Sur l'île, ils seraient nombreux à subir sa loi. Alors il vaudrait mieux ne pas avoir affaire à la déesse Tanit. Car si par malheur elle vous repérait, le cauchemar commencerait. Lorsque Sofia s'installe à Ibiza, elle n'imagine pas à quel point sa vie va être bouleversée. Je suis arrivée pour rejoindre ma famille qui habite ici. Et depuis ce moment-là, je me trouve vraiment mal. Je me sens pas bien dans cette île. Je sens une sorte d'énergie qui me rejette. Il faut que je sorte d'Ibiza. Sofia serait-elle victime de la malédiction? Tous les habitants le confirment. Une énergie hors du commun règne sur cette île. L'énergie qu'on trouve à Ibiza, moi je pense que c'est une force surnaturelle. J'ai beaucoup voyagé ailleurs. Mais cette énergie qu'on trouve à Ibiza, je ne l'ai pas trouvée dans tout le monde. Une énergie que l'on devrait à cette mystérieuse divinité.
Sur son île, elle déciderait donc du sort des habitants et exercerait notamment son emprise sur les amoureux. Tanit, c'est la déesse qui gère tout dans l'île. Une déesse vengeresse qui ne laisserait aucune chance aux couples qui veulent s'installer ici. À Ibiza, on sait que règne la déesse Tanit. C'était l'équivalent de Vénus chez les Romains ou d'Aphrodite chez les Grecs, c'est-à-dire la déesse de l'amour. Donc normalement, elle est positive. Par contre, il y avait des cultes chez les habitants d'Ibiza, des cultes carthaginois d'ailleurs. La déesse Tanit participait à des fêtes dans lesquelles on faisait des sacrifices d'enfants. On a retrouvé d'ailleurs dans la nécropole d'Ibiza, où il y a 3000 tombes, des pots avec des squelettes d'enfants et d'animaux mélangés. Les deux sacrifiés. Donc il est certain que c'était une civilisation assez barbare pour ces fêtes en l'honneur de la déesse Tanit. Tanit, selon la légende, c'est la déesse d'Ibiza qui a été trompée par son amant, qui était aussi un dieu. Et donc, elle a décidé de se venger. Et elle a jeté, soi-disant, un sort sur Ibiza, disant que ceux qui arriveraient en couple, ils se sépareraient. Et ça ne tiendrait pas. Lorsque Leslie s'installe à Ibiza avec l'homme qui partage sa vie depuis des années, elle ignore tout de cette légende. Alors moi, quand je suis arrivée, effectivement, mon ami de Paris m'a rejoint et l'histoire n'a pas continué. On s'est séparés au bout de 6 mois et effectivement rentré à nouveau sur Paris. Sur l'île, les habitants disent que Tanit serait impitoyable. Quand tu arrives ici en couple, il faut qu'il soit plus que solide, il faut qu'il soit scellé, bien scellé. Et encore, on a vu des gens arriver ici qui étaient ensemble depuis très longtemps et qui ont fini par se séparer. Porte-bonheur ou malédiction, tenterez-vous votre chance à Ibiza un jour? Si tel est le cas, n'oubliez jamais que sur cette île sacrée, il est préférable d'avoir la déesse avec soi. Autre lieu, Pont-Saint-Esprit, une petite bourgade du sud de la France à l'apparence bien tranquille. Pourtant, en août 1951, le sort se serait abattu sur la ville. Des centaines d'habitants tombent brutalement malades. En moins d'une semaine, ils seront plusieurs dizaines à devoir être internés en hôpital psychiatrique pour de terribles hallucinations. Au total, 9 malades vont y laisser leur vie. L'affaire va traumatiser toute la région et aujourd'hui encore, certains habitants n'acceptent de raconter ce qu'ils ont vécu qu'à visage caché. Je me rappelle la situation dans la ville, des gens effrayés qui couraient, ils agressaient les gens ou ils sautaient en l'air ou bon, ils faisaient n'importe quoi, disons, complètement inconscients, disons, de leur acte. L'affaire prend d'autant plus d'ampleur que les comportements des personnes malades deviennent de plus en plus inquiétants. Il y en a un qui a ouvert la fenêtre, qui a dit je vole et qui a sauté. Au bout de quelques jours, le diagnostic tombe. C'est le pain de la boulangerie du village qui est empoisonné. Ce vieil homme, qui préfère garder l'anonymat, a été malade. Il se souvient des terribles effets du poison. Moi, j'aurais des tartares, du feu. Et pendant que tout ça brasé, puis ça s'éteignait. C'est vrai que au niveau de la ville, c'était une psychose. Il y a des personnes qui étaient hospitalisées sur le petit hôpital de Pont-Saint-Esprit et qui avaient ces hallucinations de vouloir voler, se prendre pour des oiseaux. Donc au départ, c'était quelque chose d'assez spécial. Maintenant, je préfère mourir que de revivre ce que j'ai vécu, vous voyez. Mais quel est donc ce terrible mal qui a ravagé toute une ville ? Pour couper court aux rumeurs, les médecins penchent très vite pour de la farine contaminée. L'empoisonnement serait dû à un parasite naturel, l'ergot de seigle. L'intoxication par l'ergot de seigle est due à un champignon qui s'appelle le Claviceps purpurea, qui lui-même est un précurseur du LSD. Et donc on voit très bien l'affiliation qu'il peut y avoir entre ces molécules toxiques qui sont présentes dans l'ergot de seigle et les propriétés hallucinogènes qui ont pu être constatées. Avant, on appelait ça donc soit le feu de Saint-Antoine, parce que Saint-Antoine soignait les gens qui étaient malades, qui devenaient fous, hein, soit le feu ardent, soit le feu morbide. Enfin, il y avait des expressions au Moyen-Âge, toujours à base de feu, puisque les gens avaient l'air de brûler de l'intérieur au sens qu'ils devenaient fous. Ils perdaient complètement leur esprit et certains se jetaient par les fenêtres, d'autres criaient, on les enfermait. L'ergot de seigle et le LSD, une drogue de synthèse, provoqueraient les mêmes symptômes. La coïncidence va bientôt prendre un tour inquiétant.
Il y a quelque temps, un journaliste américain s'intéresse à la mort suspecte de Frank Olson, un chimiste de la CIA, les services secrets américains, et à ses recherches sur le LSD dans les années 50. Il voulait étudier les effets du LSD sur un groupe de personnes. Il voulait voir exactement quels étaient les symptômes sur ces personnes en contact avec le LSD. Comment ils réagissaient et comment on pouvait désarmer tout un groupe ou une partie de la population d'une ville. Et la suite de son enquête relève de l'impensable. Pont-Saint-Esprit est cité dans les rapports du chimiste des services secrets. Comment ce petit village a-t-il pu se retrouver sur la liste des cobayes? C'était une opération de terrain. On m'a dit qu'il l'avait choisi parce qu'il y avait des bases secrètes américaines à côté et qu'elles étaient encore en activité après la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine aurait donc d'abord pulvérisé du LSD dans l'air, puis aurait contaminé la nourriture pour de meilleurs résultats. Je sais par certains scientifiques impliqués dans l'opération que la pulvérisation du LSD n'a pas été un succès. Mais en ce qui concerne l'empoisonnement des produits alimentaires, ça a bien marché. Mais au final, ils n'ont pas été satisfaits par le résultat global de l'expérience. Des informations que le journaliste a retrouvées dans des documents officiels de la Maison-Blanche datés de 1975. Ce document mentionne spécifiquement Pont-Saint-Esprit et il est adressé à l'ambassade française. Mais après la citation Pont-Saint-Esprit, tout a été censuré. La page a été effacée, tout est secret. Les habitants de Pont-Saint-Esprit auront-ils un jour des réponses? Sauront-ils réellement ce qui les a menés aux portes de l'enfer? La semaine dernière, j'ai reçu un email d'une personne très célèbre en Californie qui me dit que son père a participé à l'opération Pont-Saint-Esprit. Il va récupérer les dossiers de son père et voir s'il a noté quelque chose dans son journal. Son père lui a confié avant sa mort qu'il était là-bas. Selon les informations des journalistes, la France aurait fait une demande d'enquête il y a quelque temps. Mais pour le moment, ni les États-Unis ni les autorités françaises ne semblent réellement décidées à lever le voile. Superstition dévastatrice. Bijoux maudits. Couple brisé. Pain empoisonné. Les malédictions menaceraient notre quotidien. Alors, méfiance, car le mauvais œil peut frapper n'importe où.